Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Jean-Frédéric Poisson, ancien député, président de VIA, chef d'entreprise, pour son livre « Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie. Personne ne doit mourir seul », édité chez MAM. Et Rémi Tell, essayiste, chroniqueur, président du collectif Peuple Libre et auteur du pamphlet « La chute de Prométhée ». Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Frédéric Poisson, effectivement, votre livre, il tombe à pic. D'ailleurs, c'est une actualité qui dure depuis toujours. C'est une actualité, vous savez, moi je me rappelle de Henri Cavaillé, le sénateur, qui avait fondé le droit de mourir dans la dignité il y a déjà 40 ans, ou à peu, je crois, enfin à peu près. Et là, vous parlez donc de ce livre « Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie ». Parce que vous, si j'ai bien vu votre livre, vous n'êtes pas spécialement favorable à l'euthanasie. Mais je suis plus que réservé face à la perspective d'inscrire dans la loi française, et il faut appeler les choses par leur nom, quelque chose qui consisterait dans un droit de tuer. La grande difficulté de ce qui nous est présenté ces jours-ci par les conventionnels qui sont réunis au Conseil économique et social environnemental ces jours-ci, en promouvant soit le suicide assisté, soit l'euthanasie, c'est que, ma foi, c'est d'abord la volonté de recourir au service d'un tiers pour que leur vie s'arrête. Et il ne peut pas y avoir d'issue à cette question sans que soit dépénalisé le fait de mettre fin au jour d'une personne en dehors des cadres légitimes des Français, ça qui se profile. Et mon ancien collègue Jean Leonetti dit très bien les choses, et je qui a fait la fameuse loi Claes-Leonetti. La loi Claes-Leonetti. Oui. Il dit la grande différence, c'est que la loi Claes-Leonetti est une loi qui est faite pour les gens qui vont mourir. Ce qui se profile devant nous est une loi pour les gens qui veulent mourir. Et la grande différence, c'est que la première loi est dans le Code de la santé publique, la deuxième loi sera nécessairement dans le Code pénal. On voit bien qu'on change de registre, qu'on change de nature. Et ça n'est pas c'est une forme de continuité par rapport à un agenda qui est ancien, comme vous dites très justement. Ça, c'est un peu la surface des choses, disons. Mais il y a une véritable rupture parce que malgré tout, l'interdit de tuer demeure dans la société et dans la pratique médicale, ce qui est la norme. Alors Jean-Frédéric Poisson, moi je voudrais justement, avant de donner la parole à Rémi Tell, mais c'est important parce que au fond, on a le droit de choisir sa vie, mais on n'a pas le droit de choisir sa mort. Je pense à des gens, je vais vous dire pourquoi. Je vais parler de cas personnels. J'ai un de mes meilleurs amis, vraiment, qui est maintenant est parti, que je connaissais depuis des décennies. C'est un ami intime. Il n'avait pas d'arthrosouffrance, mais il en avait marre. Il était, vous savez, en chaise roulante, il était à demi paralysé. Et je vous dis ça parce que ça m'avait frappé. Il m'a demandé, il m'a dit, écoute, trouve-moi quelqu'un, je veux partir, ça va. Et il était en pleine lucidité. Hein. Il m'a dit, moi, j'ai vécu ma vie, c'est très bien. Il avait 80 ans et quelques, enfin, peu importe l'âge, c'est pas le problème. Il dit, moi, j'ai envie d'en finir. Au fond, je vois bien ce que vous dites, effectivement, mais ce n'est pas une question de tierce. Si quelqu'un, en toute lucidité, bien sûr, il ne s'agit pas des dérives évidemment terribles qu'il peut y avoir, mais en toute lucidité dit « je veux partir ». Alors lui, on lui a dit allez en Belgique ou allez en Suisse où ça se pratique. Mais qu'est-ce que vous répondez à ces personnes? Et il n'était pas le seul. J'ai là-dessus un regard, comment dire, que j'essaye de faire confiance aux personnes dont c'est le métier ou dont c'est la vie quotidienne, c'est-à-dire ceux qui accompagnent des patients qui sont en fin de vie. Les témoignages de manière écrasante en termes de nombre disent qu'en réalité, il y a assez peu de demandes d'en finir ou de demandes de mort, comme vous le décrivez, qui durent dans le temps, pourvu que elles soient prises en compte, écoutées, accompagnées, et que, comment dire, pour de vrai, on fasse attention à ce que disent les personnes qui formulent ce genre de demande. Les témoignages des personnels soignants sous ce rapport sont absolument unanimes. Si la question vous parlez des soins palliatifs, là. Je parle de, en général, tous ces gens qui sont confrontés à des patients dont l'état, à leurs propres yeux, est si diminué qu'ils ne voient pas d'autre issue que la mort. Mais quand, comment dire, cette préoccupation, quand cette souffrance est prise en compte, le témoignage constant, encore une fois, des personnes qui accompagnent les patients en fin de vie, et que ces demandes ne subsistent pas longtemps à partir du moment où, effectivement,
on rassure les gens sur le fait que non, on sait maintenant soigner à peu près toutes les douleurs. Il y a très peu de douleurs dites réfractaires, c'est-à-dire qui qui résistent au traitement antalgique. On sait parfaitement accompagner tous les types de souffrances psychologiques et morales, mais pourvu qu'on le fasse. Et le drame de cette affaire, c'est que le droit d'accès aux soins palliatifs est inscrit dans la loi depuis 1999, la fameuse loi Kouchner. Elle avait pour objectif de fournir un lit de soins palliatifs par département pour 100 000 habitants. Nous sommes à 0,3 de moyenne. Il devait y avoir partout des unités de soins palliatifs. Il y a un quart des départements français aujourd'hui dans lesquels il n'y en a pas. Et donc on a privé beaucoup des patients de cette pratique formidable qui consiste à dire à un patient: vous vous sentez diminué, on comprend très bien, vous sentez que vous n'avez plus la force de supporter votre vie. Tout ça est évidemment, de toute façon, si c'est eux qui le disent, c'est que c'est vrai. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir d'autres réponses simplement que on va mettre fin à tout ça, que plutôt toute la société se met à votre chevet, va déployer des trésors d'ingéniosité, de fraternité, de solidarité, d'inventivité, de soins pour que vous puissiez vivre le plus richement possible ces derniers instants de votre vie qui sont sans doute les plus précieux. Alors, on va en parler tout de suite après avec Rémy Tel et vous-même, Jean-Frédéric Poisson. On va continuer à en parler. C'est vraiment une question fondamentale. Je rappelle les mots d'un certain Albert Camus. La seule question philosophique, c'est le problème du suicide. On en parle tout de suite, après cette petite pause. Le sujet de la fin de vie vous interpelle, vous nous appelez au 0826 300 300, vous avez la parole sur Sud Radio, 0826 300 300, à tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Choisir sa vie, choisir sa mort, fin de vie, soins palliatifs, euthanasie, tous ces mots, on en discute depuis des décennies, un peu partout dans le monde. Et actuellement, effectivement, une convention citoyenne qui a remis son rapport dimanche, hier, à Emmanuel Macron, qui est favorable à ce qu'il y ait une nouvelle loi sur la fin de vie d'ici la fin de l'été. Bon, les choses sont posées. Rémy Tel, vous êtes essayiste, vous êtes président du collectif Peuple Libre, vous avez écrit La chute de Prométhée. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Vous appartenez à une génération beaucoup plus jeune, le problème ne se pose pas, heureusement, et j'espère qu'il ne se posera pas, mais quel est votre ressenti sur tout cela? Je crois qu'il y a l'idéologie et le contexte. On peut philosophiquement défendre l'euthanasie. Je le comprends, ce n'est pas ma position, mais je peux le comprendre. Et en même temps, légaliser l'euthanasie dans un pays comme la France, qui fait face à une crise inédite de l'hôpital public, où 200 000 Français qui en auraient besoin chaque année sont privés d'accès aux soins palliatifs. Début avril, on apprend que 69 hôpitaux sont menacés de fermeture. Eh bien, c'est répondre à un problème budgétaire par l'injection de la mort. Et ça, dans une république qui a fait de la fraternité l'un de ses principes cardinaux, on ne peut pas l'accepter. Alors oui, les Français sont majoritairement pour, mais je crois qu'ils ont été enfermés depuis des années dans un faux choix entre agonie et euthanasie. Aujourd'hui, la loi, la technique permettent de soulager les souffrances morales, les souffrances physiques, et de partir accompagné, entouré de ses proches. Encore faut-il qu'on donne cet accès aux Français. On sait aujourd'hui, par les expériences internationales, que l'euthanasie vise en réalité surtout les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire dans une situation sociale extrêmement précaire, avec des vécus de violence, d'abus sexuels, beaucoup de femmes notamment aussi. Et je crois que déverrouiller en fait cette possibilité, c'est évidemment s'exposer à ouvrir la porte très grand. Attention. Et vous parliez juste, André Bercoff, des jeunes gens. Dans un pays voisin comme la Belgique, qui fait figure aujourd'hui de modèle pour la Macronie, on a récemment assisté à l'euthanasie d'une jeune fille de 23 ans, victime des attentats de Bruxelles, souffrant donc de grosses conséquences traumatiques suite à ça, et qui avait choisi de mettre fin à ses jours par ce biais-là. Elle est passée par l'association Mourir dans la dignité, c'est ça? Enfin, elle est passée par se faire aider. Elle s'est fait aider, exactement. Ça, ouais. Alors, Jean-Frédéric Poisson, vous pensez quoi? D'abord, ce que dit les chiffres de Rémy Tel, quand même, 200 000 Français qui auraient droit aux soins palliatifs ne peuvent pas en profiter. C'est ça, parce qu'il n'y a pas l'équipement pour. Parce qu'il n'y a ni les équipements, mais souvent pas les équipes.
Ouais. Il y a un élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on estime qu'une équipe de soins palliatifs qui accompagne un patient en fin de vie, ça peut mobiliser de 7 à 8 personnes avec des spécialités différentes, dans des temps différents. Et comme on place le patient au centre de toutes les préoccupations du service, s'il a besoin d'entendre des chants d'opéra parce que ça lui permet de vivre ses derniers instants de vie dans des conditions qui lui paraissent dignes, alors on se débrouille pour lui trouver des chants d'opéra. Il y a récemment un article dans la presse qui est sorti pour raconter cette expérience. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Bien sûr, des ergothérapeutes, des allergologues, enfin il y a tout ce que vous voulez. Donc ça nécessite beaucoup de personnes. C'est la raison pour laquelle... Ça coûte cher. Bien sûr que ça coûte cher. Évidemment que ça coûte cher. Mais enfin... une personne, ça a de la valeur quand même, ou alors on n'est plus on parle pas du même monde. Quand on voit les efforts qu'on déploie pour aller chercher des alpinistes qui sont isolés en haut des montagnes, il faut un hélicoptère, 6 personnes pour qu'on l'hélico, pour le tracter, etc. C'est normal qu'on fasse cet effort-là. C'est l'honneur d'une société comme la nôtre de le faire. Évidemment, la pratique euthanasique consiste à débrancher la prise, ça va beaucoup plus vite, ça coûte beaucoup moins cher et ça libère un lit. Et on entend quand même des arguments. Jacques Attali y a prononcé dans des livres célèbres il y a une quarantaine d'années déjà, il va falloir que les personnes qui sont improductives se posent la question de leur utilité, donc de leur présence dans le monde. Enfin, je ne sais pas s'il l'a dit comme ça. C'était pas comme ça, mais enfin c'était pas loin. En tout cas, ça a été répété de manière tout à fait récente et c'est l'objectif, on sait bien. Et d'ailleurs, on sait que dans les hôpitaux de France et de Navarre, depuis longtemps, les cocktails lithiques, qui sont ces espèces de potions qui servent à faire partir les gens plus vite, sont administrés illégalement dans un tas de services parce qu'il faut libérer les lits. Enfin, il y a cette pression économique. Et sur le système de santé d'aujourd'hui, ça ne va pas s'arranger. Donc on manque de personnel. Et c'est la raison pour laquelle se déploient aujourd'hui de manière admirable des services bénévoles de soins palliatifs à domicile, qui sont organisés par des associations qui, souvent, là où elles sont, comme en Indre-et-Loire, comme dans les Hauts-de-Seine, ou dans la région des Hauts-de-France, ont le soutien des collectivités locales et qui permettent aux personnes de rester chez elles et de vivre des moments de leur existence entourées, accompagnées, avec, encore une fois, la présence de toute la société à leur chevet, et on leur doit bien ça, parce que leur dignité leur réclame. Il y en a plusieurs, là, ça se multiplie. Il y a plusieurs associations qui se développent et qui ont d'ailleurs été auditionnées par la Convention au Conseil économique et social il y a quelques jours. Comment, juste un mot, comment vous expliquez que cette Convention citoyenne, enfin, d'après vous, vous dites que, bon, évidemment, c'est plus coûteux et c'est plus difficile, mais on ne laisse pas tomber les gens, et puis peut-être qu'on pourrait avoir quelques cabinets conseils en moins, hein, qu'on pourrait payer un peu moins, oui. peut-être. Ça, c'est sûr. C'est autre chose. Ça, c'est sûr. Ou alors éviter de dépolluer la Seine pour pouvoir nager dedans dans un an, ça c'est encore autre chose. C'est autre chose. Oui, mais regardez, une convention citoyenne, il y avait quand même des Français de toute origine ou statut qui a dit, après tout, oui, mais pourquoi pas si on choisit une fin de vie. Vous voyez, Rémy Tell, quand même, je ne dis pas que c'est la majorité des Français. Alors si, de fait, si on est honnête, le point de vue de la convention citoyenne reflète l'opinion majoritaire sur ce sujet. Bon, sans faire de comparaison déraisonnable, je vous rappelle qu'avant 81, une majorité de Français était très largement opposée à la peine de mort. L'opinion majoritaire a aussi le droit de se tromper. Opposée à l'abolition, de la peine de mort. Et encore une fois, les gens sont sincères. Beaucoup d'entre eux ont vécu des situations familiales, amicales, de perte d'un être cher dans des conditions absolument atroces. Mais je vous fiche mon billet que dans 99,99% des cas, ces personnes n'avaient pas accès aux soins palliatifs, et donc c'est bien le problème véritable. Et ne négligeons pas, en effet, comme l'indique Jean-Frédéric Poisson, la dimension économique du problème. Constatez par exemple l'engagement très volontaire des mutuelles durant tout ce débat sur la fin de vie. C'est assez curieux quand on sait que les 6 derniers mois de la vie sont ceux qui coûtent le plus cher à la sécurité sociale. C'est clair. On a le droit aussi de se poser, des questions. Ils sont plutôt favorables à... Le grand débat sur l'euthanasie, c'est les années 80 et les malades du sida. C'est là où naît aussi le mouvement des soins palliatifs. Et donc c'est une revendication ancienne. Et je crois que c'est pas un hasard si cette revendication-là revient sur le devant de la table en pleine crise à nouveau de l'hôpital public. Il y a beaucoup à dire sur la méthode de la Convention citoyenne, dont certains de vos confrères ont décrit le mode de fonctionnement et comment dire le très grand poids donné par les organisateurs pour orienter les conclusions dans un sens plutôt que dans un autre, même s'il est vrai, je le reconnais bien volontiers, que les conclusions reflètent ce qu'est l'état d'opinion publique aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on dit à l'opinion publique ? Je me permets de rappeler les auditeurs à leur propre expérience de citoyens. Quand on vous pose une question sur la fin de vie,
En gros, on vous demande si vous avez vraiment envie de mourir dans des souffrances atroces, isolé dans le noir, sur un brancard, dans le couloir sordide d'un hôpital et abandonné de tous. Évidemment, comme dit l'autre, ça fait pas envie. Et on a plutôt envie de répondre évidemment que non. Donc si on peut faire tout pour m'éviter ça, je prends. Et ça, pardon, c'est une réaction qui est parfaitement compréhensible et tout à fait humaine. Mais il n'y a pas que cette solution. Et ce qui est regrettable dans cette affaire de convention citoyenne, c'est que malgré les efforts déployés par tous ceux qui étaient défavorables à la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté, je pense que il y a un déficit de connaissance de cette pratique des soins palliatifs et de l'accompagnement de fin de vie par l'ensemble de nos concitoyens. Même si je reconnais, j'ai lu le rapport de la Convention citoyenne, beaucoup d'efforts sont faits en faveur du développement des soins palliatifs, mais cher André Berkoff, les deux mandats que j'ai faits à l'Assemblée nationale m'ont permis de constater qu'à chaque budget de la sécurité sociale, on vous rassure sur le fait que cette fois-ci, on va mettre les moyens qu'il faut pour développer les soins palliatifs. Bien entendu. Et ça ne se fait pas. La preuve que non. Ou alors pas suffisamment, pas assez vite, au point que des associations se sentent obligées de prendre maintenant le relais. Dernier point. Il y a une espèce il y a une forme de mascarade dans cette convention. Parce que je renvoie nos auditeurs à une interview du président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, s'appelle Houlier. Il a publié dans La Croix, Sacha Houlier. La Croix du 24 septembre 2022, une interview dans laquelle il disait de toute façon, quelles que soient les conclusions de la Convention citoyenne, nous proposerons au Parlement la légalisation de l'euthanasie. Donc, premier élément. Deuxième élément, comment est-ce que vous pouvez former le personnel de santé le matin aux soins palliatifs, l'après-midi à l'administration de produits létaux pour provoquer l'euthanasie? Qu'est-ce que ça fait dans une organisation de travail? Qu'est-ce que ça fait dans la tête de quelqu'un? Est-ce qu'on n'est pas schizophrénique au point de se dire on met tous les moyens pour prévenir le suicide? J'ai représenté le Parlement français à l'Observatoire national du suicide pendant 5 ans, entre 2012 et 2017. C'est très mystérieux cette affaire, on ne sait pas très bien, mais mes plus grands spécialistes français, dont Michel Debouquet, certainement le meilleur d'entre tous, c'est un phénomène qu'on a beaucoup de mal à appréhender, les motivations, tout ça, enfin tout le monde le sait bien. Donc on peut pas d'un côté faire tout ce qu'on peut pour prévenir le suicide d'un côté en termes de politique publique et d'un autre côté en faciliter l'administration quand il est demandé. Donc on entre dans une espèce de schizophrénie dont je ne sais pas ce qu'elle produira, une forme de en même temps très macronien finalement. Comme vous dites, en tout cas, tous les niveaux, c'est à tous les étages. C'est économique, oui, c'est éthique, c'est métaphysique, c'est religieux, ça engage l'existence même, qu'on dit, ou la fin de l'existence. Bien entendu. On continue d'en parler après cette petite pause. Et vous avez la parole sur Sud Radio. Vous nous appelez pour interpeller Jean-Frédéric Poisson, Rémy Tell, sur le sujet de la fin de vie au 0826 300 300. On attend vos appels 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. C'est vos tours. Ouais. Nous sommes effectivement toujours avec Jean-Frédéric Poisson, son livre que je recommande vraiment, Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie. Personne ne doit mourir seul. Ça, on vous répondrait, Jean-Frédéric, que tout le monde meurt seul. Mais c'est une question. C'est un débat philosophique. Pas sous tout rapport, oui, je suis d'accord. Sud Radio Culture, ça. Oui. Ah bah très bien, volontiers. Et Rémy Tell, essayiste, chroniqueur, président du collectif Peuple Libre également. On va en parler, on va continuer d'en parler avec vous. Mais en fait, quand je vous écoute tous les deux, mais Jean-Frédéric Poisson, au fond, ce qui se passe, c'est que tant qu'il n'y aura pas une véritable politique de soins palliatifs et une politique massive, je dirais au sens du terme, parce que vous savez très bien aujourd'hui l'âge, l'espérance de vie est à 82 ans, donc on va encore plus loin, on ira encore plus loin, mais comparé à ce que vous dites, à ce que disait Rémy Tell sur 200 000 personnes qui ont besoin de soins palliatifs et qui ne peuvent pas les avoir, donc aujourd'hui l'écart se creuse beaucoup plus qu'il ne diminue. Oui, mais encore une fois, ça démontre aussi ce que sont les priorités des politiques publiques depuis... alors ça, Emmanuel Macron n'est pas le premier responsable, puisque comme je le disais tout à l'heure, la première inscription dans la loi date d'il y a 25 ans. Il y a donc un quart de siècle. Je ne sais pas combien de premiers ministres et de présidents et de ministres de la Santé sont succédés depuis, mais enfin, il y en a un paquet. Et visiblement, aucun n'a produit l'effort qu'il aurait fallu. Donc, cette responsabilité est collective. Elle rejaillit aujourd'hui sur nous tous. Et de fait, dans la mesure où beaucoup de nos concitoyens se sentent
d'abord confronté à un système de santé qui va pas bien. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est clair. D'ailleurs, la Convention On en a citoyenne... parlé en première partie d'émission. Voilà, les hôpitaux, etc. La Convention citoyenne elle-même qui a parlé, qui a rendu ses conclusions hier sur la question du suicide assisté, de l'euthanasie, dit dans son préambule qu'il faudrait d'abord s'occuper généralement du système de santé pris globalement, parce que ça... Bon, alors c'est bien de le rappeler, mais quand vous regardez, quand on essaie de se projeter dans ce que peut être pour chacun d'entre nous la fin de sa vie dans le système hospitalier français, ça rassure quand même pas beaucoup, il faut quand même le reconnaître. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On a la tentation de se dire, moins longtemps ça durera, mieux je me porterai. Donc ce n'est pas parce que les politiques publiques ont fait défaut qu'elles ne peuvent pas être corrigées, qu'elles ne peuvent pas être corrigées rapidement, et on parlait tout à l'heure, 1,4 milliard d'euros pour nettoyer la Seine, qui évidemment ne sera pas nettoyée et dans laquelle évidemment personne ne nagera dans un an. On pourrait les mettre aussi. C'est une question de priorité. Mais c'est une question de priorité. Et je prétends, et j'ai compris ça en travaillant cette question, que il y a quelque chose dans la pratique des soins palliatifs qui est un exemple extraordinaire, un modèle de comportement individuel et collectif qui vaudrait d'ailleurs pour beaucoup de pans de la société française. C'est-à-dire que solidarité, oui, etc. Et bien davantage que ça, d'une certaine manière, et ça les accompagnants de soins palliatifs le disent de manière éclatante, le fait qu'il y ait l'interdit de la mort oblige ceux qui accompagnent les patients qui vont mourir bientôt à trouver des tas de choses. À être inventif, créatif, collectif, solidaire entre eux, etc., de manière bien plus active que si jamais il était possible de débrancher la prise et on n'en parle plus. À ce moment-là, personne ne fait d'effort. Donc il y a de l'inventivité sociale, de la générosité, de la présence, de la patience, de l'humilité, de l'aide, il y a tout ça, qui sont des vertus magnifiques, et on aimerait que ces vertus soient le plus répandu possible dans le corps social français. C'est une espèce de modèle, en quelque sorte, social et individuel qu'il faut propager. Alors, certes, mais en même temps, moi, je rappelle quand même, encore une fois, choisir sa vie, choisir sa mort. Je rappelle, alors vous allez me dire que je fais des références littéraires, mais enfin, elles ne sont pas les moindres. Yukio Mishima, la tradition du suicide chez les Asiatiques, en tout cas. Oui, Monterland, les stoïciens. Monterland, il y a quand même toute une culture qu'on ne peut pas jeter comme ça, de façon méprisante. Une culture de dire, et au fond, c'est vraiment fondamental, ça aussi. Et encore une fois, j'entends ça, et je suis pas le seul. C'est de dire, ok, écoutez, vous me dites, d'accord, mais toute votre culture me dit, choisir votre vie, accomplissez-vous, entreprenez, etc. Et là, on a le tabou de la mort. Le tabou de la mort, je veux dire, la nécessité de la mort et son tabou, et on dit qu'est-ce qu'on fait ce moment-là. Et là, il y a quand même une espèce de contradiction qui est, je reconnais, le problème est extrêmement complexe, mais ceux qui vraiment en toute conscience, Rémy-Tel, choisissent de dire, écoutez, moi je décide, voilà, en toute clairvoyance, en toute lucidité, de mettre fin à mes jours. Qui peut le juger ou le condamner? Qui sommes-nous? Le jour où tous les Français en situation de fin de vie ou victimes d'une maladie chronique pourront accéder à des soins palliatifs près de chez eux ou à domicile, on en reparlera. Et peut-être que pourquoi pas, oui, on peut considérer comme Camus que le fait de choisir, de mettre un terme à sa propre vie, c'est l'ultime liberté. Mais la demande d'euthanasie aujourd'hui n'est pas le produit d'un choix libre dans la plupart des situations. C'est un choix par défaut, parce qu'on veut éviter l'agonie dans un système hospitalier qui est à bout de souffle, ou parce qu'on sent aussi la pression de la société, la pression de ses proches, parce que c'est difficile d'être un aidant, parce que tout ça a un coût. Donc il n'y a pas de liberté réelle dans la demande d'euthanasie, et encore une fois, la plupart des demandes d'euthanasie, 95% d'entre elles, s'effacent lorsqu'il y a une prise en charge correcte en soins palliatifs. Donc philosophiquement, pourquoi pas, mais aujourd'hui la France n'est pas prête sur cette question, et je crois que l'actualité le démontre de façon très sinistre. Jean-Frédéric Poisson, rapidement, un mot, des auditeurs, il continuera à parler. Je me garderai bien de porter un jugement sur quelques de mes contemporains que ce soit, parce que je ne suis pas habitué à ça. Ouais. Il y a une différence quand même entre les situations que vous décrivez, c'est-à-dire ce choix personnel de mettre fin à ses jours, sans recourir à l'aide ni au concours de personnes d'un côté, et d'un autre côté, légaliser le concours de l'État
de la puissance publique et tout le symbole de la loi pour y arriver. C'est pas la même chose. Dans le premier cas, c'est un acte purement individuel. Il appartient à celui qui l'a posé. Bien sûr. Dans un deuxième cas, on convoque d'une certaine manière l'ensemble du corps social, le symbole de la loi et même la puissance de l'État pour le faire. Ça devient parfaitement collectif. Oui, vous allez dire autant, on n'a pas à juger ou condamner qui que ce soit qui décide, mais autant, oui, vous dites quand c'est l'État et donc la puissance publique qui ça change de dimension. Et l'économie. Ça devient collectif. Oui, rapide. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il y a une nuance quand même entre le suicide, l'euthanasie, le suicide assisté. L'euthanasie, c'est l'acte effectué par un tiers soignant qui représente à ce moment-là l'État. Les soignants d'ailleurs le refusent. 13 organisations représentant 800 000 soignants ont déclaré récemment que l'euthanasie ne pouvait pas être considérée comme un soin. L'ordre des médecins vient de le dire. Et je crois qu'après les 3 ans de pandémie qu'on a vécu, on devrait se garder de trop de précipitation sur la question de l'euthanasie. Question extrêmement complexe. Je crois que nos auditeurs sont là et le ressentent aussi. Réagir à ce sujet. On accueille Laurence de Tarbes. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais essayer de faire vite pour ne pas monopoliser l'antenne. Non, mais je vous en prie. Voilà, j'ai 66 ans. Je suis atteinte d'une maladie de Parkinson depuis plusieurs années. Maladie qui est une maladie neurodégénératrice et qui n'a aucun espoir de guérison, bien entendu. Donc j'ai choisi à l'annonce de ce diagnostic, connaissant très bien cette maladie et sachant à quoi je serais soumise, c'est-à-dire une paralysie totale, beaucoup de souffrances physiques et psychologiques. J'ai choisi de faire une demande en Suisse qui n'est pas pour maintenant, mais j'ai prévu le dossier pour pouvoir partir quand je le voudrais, parce que je refuse d'être paralysée dans un lit. Alors ce que je voulais dire, c'est qu'actuellement nous entendons beaucoup sur les radios et les télévisions que les gens qui sont pour l'euthanasie sont des gens qui n'ont pas suffisamment réfléchi, qui seraient un petit peu décérébrés, parce que quand on leur pose la question s'ils veulent mourir dignement, ils répondent oui, et qu'ils répondent oui un peu comme ça, sans savoir trop de quoi il s'agit, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Nous entendons beaucoup aussi que si la loi sur l'euthanasie active ou passive passe, toutes les personnes âgées des EHPAD seront euthanasiées. Enfin, c'est une image, vous comprenez ce que je veux dire. Bien sûr. C'est quand même un peu trop. Quand nous faisons une demande d'euthanasie sans être aux portes de la mort, c'est-à-dire un peu avant pour éviter certaines souffrances, parce qu'en soins palliatifs, tout ne peut pas être géré au niveau de la souffrance. Ce n'est pas vraiment la réalité. Donc il faut prendre en compte tout ça et surtout prendre en compte la souffrance des gens comme moi, et il y en a des milliers, qui doivent partir à l'étranger au lieu de pouvoir mourir sereinement dans leur pays. Il faut aussi voir que dans les pays où c'est légalisé, je vais faire de l'humour noir, je suis désolée, les gens ne font pas la queue pour se faire euthanasier. Voilà. Et que si une loi passait en France, il faut bien sûr qu'elle ait des garde-fous et qu'on ne soit pas euthanasié parce que tout d'un coup on a un coup de spleen dans la vie, ou qu'on n'est pas bien dans sa peau, ou qu'on n'a pas le moral, ou qu'on a un chagrin d'amour. C'est très clair et très fort ce que vous avez dit. Je crois qu'elle pose la question et il ne faut pas l'éviter. Voilà quelqu'un, Laurence, elle est en pleine, elle ne dit pas qu'elle va le faire demain. Elle a un problème, maladie neurodégénérative, elle ne veut pas finir paralysée, que ce soit souffrance ou moins de souffrance. Elle n'a pas envie de continuer. Vous ne pouvez pas éviter cette question. Elle n'est pas la seule, Laurence. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je veux dire, elle devrait, et elle dit, je suis obligée d'aller en Suisse, donc d'avoir les moyens d'aller en Suisse ou en Belgique pour faire ce que j'ai en toute lucidité envie de faire. Et c'est sa vie. Alors, 2 points extrêmement rapides. Le premier, il y a un schéma classique qui est observé dans tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie et qu'on ne peut pas occulter, c'est qu'au départ, on introduit une exception à l'interdit de tuer pour des cas vraiment particuliers, notamment dans des cas de maladies neurodégénératives, par exemple comme la maladie de Charcot. Et au fur et à mesure, on lève les garde-fous et à la fin, on se retrouve, comme en Belgique, comme au Québec, avec une sorte de situation où, pour des problèmes psychiatriques, pour des handicaps neuromoteurs, on peut aujourd'hui accéder à l'euthanasie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la commission d'évaluation de la loi, la commission parlementaire d'évaluation de la loi Claes-Leonetti, composée plutôt de députés favorables à la légalisation de l'euthanasie, a rendu son rapport la semaine dernière et elle explique que le problème essentiel, c'est aussi la méconnaissance du droit existant
par les patients. Et dans la loi Claes-Leonetti, il y a ce qu'on appelle la sédation profonde et continue jusqu'au décès. C'est-à-dire la possibilité de soulager quelqu'un qui se trouve en situation de fin de vie, y compris si cela implique le décès du fait de la maladie. Et donc, ces situations-là trouvent déjà une réponse dans le cadre existant, mais beaucoup de patients ne connaissent pas leurs droits aujourd'hui, et la loi n'est pas appliquée en France. C'est pas le cas de Laurence. Laurence choisit très lucidement. Laurence, c'est quand même choisit très lucidement parce qu'elle connaît sa maladie, elle connaît les conséquences, elle sait où va arriver Jean-Frédéric Poisson. On ne peut pas écarter ça d'un revers de main. Ah mais personne, je sais que vous le faites, personne n'écarte ça d'un revers de main, et sûrement pas moi. Simplement, je le répète, le choix individuel, c'est une chose. La modification, pour ne pas dire le bouleversement de l'ordre symbolique de la loi, en outrepassant l'interdiction de tuer, ou en rendant l'État ou la puissance publique, d'une certaine manière, fournisseur de moyens pour mettre fin à la vie d'une personne innocente, ça, c'est un bouleversement de l'ordre symbolique sans précédent. Et donc je dis, et ce qui est en jeu ici, c'est d'un côté l'absolue obligation que nous avons collectivement de trouver des moyens de recherche, des moyens d'accompagnement, des moyens, etc., pour faire en sorte que la perspective qui s'offre à Laurence et qu'elle vient de décrire de manière très, très, très directe et sans phare, et je comprends que ça soit parfaitement insupportable, ça, donc, il doit y avoir, et on doit trouver des moyens de faire en sorte que le vrai problème, les circonstances qu'elle décrit ne s'avèrent pas. C'est ça vrai, mais le vrai problème, c'est aujourd'hui, à l'heure où on parle, et les choses étant ce qu'elles sont, comme disait l'autre, la liberté de Laurence. Et c'est vrai que c'est pas facile. On va prendre... merci Laurence, en tout cas. Merci pour votre témoignage. Beaucoup de témoignage, Laurence. Je voulais juste dire très vite, c'est que personne ne peut décider pour nous. Et pourquoi y aurait-il des gens dans cette société qui pourraient décider pour nous que l'on a le droit de mourir ou pas. Voilà. Et pour moi, les soins palliatifs ne sont pas possibles puisqu'ils n'empêcheront pas ma paralysie. Voilà. Donc il faut regarder les choses en face et il faut ouvrir un peu la liberté tout en mettant des garde-fous. Bien sûr. Merci Laurence de ce témoignage. Restez bien avec nous, on se retrouve très vite. Continuez de nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio dans le face-à-face d'André Berkov sur le sujet de la fin de vie avec Jean-Frédéric Poisson et Rémi Tell. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On accueille tout de suite Françoise de Bordeaux. Bonjour Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour à tous les 3-4, je ne sais plus. Mais je vous remercie de me laisser passer à l'antenne parce que même si ça me rappelle des moments très douloureux par rapport à ma mère... Allez-y Françoise. Qui a eu la gangrène, comme Louis XIV, et qui a fini par être amputée de la jambe droite. Donc, elle était en rééducation à la Tour de Gassis, ça s'est bien passé, si on peut dire. Mais après, à la maison médicalisée, vous savez, si on perd peu à peu ses moyens, si on vous laisse sans manger, etc., c'était le cas. D'ailleurs, le directeur, il a fini en tôle. D'accord. Mais en fait, après, j'ai essayé, je veux dire, en 2006, début, quand j'ai vu qu'elle était pas très, très bien soignée, j'ai essayé de la mettre dans un service palliatif, mais ça a été refusé. Il n'y avait pas d'argument. Parce qu'en fait, elle aurait pu, je pense, elle était âgée, mais je pense qu'elle aurait pu vivre plus longtemps si elle avait été mieux soignée. Et en fait, parce qu'en fait, elle est partie à la suite. Moi, j'avais confiance dans les infirmières. C'est une infirmière qui lui a fait faire une fausse route. Alors, vous savez, après, ça tombe sur les poumons.
Et alors après, ça a dégénéré. Voilà, et donc, même si elle aurait voulu que je m'occupe, voyez, de sa fin de vie, moi je n'étais pas d'accord. Parce qu'un enfant, il ne peut pas supprimer sa génitrice. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça que je suis contente d'avoir les témoignages de ces deux écrivains. Parce qu'en fait, je comprends pas qu'on mette, voyez, on fait un référendum sur les trottinettes, sur l'euthanasie, et les soins palliatifs, c'est très important. Bien sûr. Merci Françoise, merci. Je vais on va répondre aussi bien Jean-Frédéric Poisson que Rémy Tel, mais je voudrais quand même qu'on donne, il y a Christophe, je crois, qui nous attend de Narbonne. Oui, Christophe de Narbonne, vous nous avez appelé au 0826 300 300. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Bercoff. Bonjour. Bonjour. J'ai beaucoup hésité à appeler parce que je voulais faire part d'un témoignage personnel. Il y a une dizaine d'années, mon père. Vous n'avez pas. Excusez-moi, Christophe. Oui. Il faut baisser le haut-parleur de votre téléphone, si vous avez. Ou alors, attendez, je vais. Enlevez-le. Parce qu'il est dans le vent. Oui, ça va mieux là ? Ça va mieux, allez-y. Oui, voilà. Donc mon père était atteint de la maladie de Charcot, je pense que vous en avez peut-être entendu parler. Tout à fait. Donc il s'est retrouvé très rapidement paralysé, un état dramatique, et au point de ne plus arriver à respirer sur la fin. Et donc mon père a demandé à en finir, nous demandait très souvent d'en finir. Et puis on a fini par l'accompagner, sauf qu'on s'est retrouvé tout seul. Et ça a été une horreur. C'est-à-dire que il y a tout seul, tout seul, en fait, il y a un personnel soignant une infirmière qui est venue faire une injection. Pour parler. Oui, tout à fait. Et ça n'a pas bien fonctionné. Donc je me suis retrouvé. Alors j'étais très 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 jeune avec ma mère et ma sœur qui était encore plus jeune était dans la maison mais ne voyait pas ce qui se passait. Et on s'est retrouvé tout seul avec mon père qui a souffert le martyre pendant une bonne douzaine d'heures. Et donc, quand j'entends les témoignages d'avant, je me dis en fait c'est très dur de porter un jugement tant qu'on n'a pas vécu la chose en fait. Ouais, je comprends. Je comprends, Christophe. C'est vrai et donc du coup, juste pour terminer, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait un référendum, qu'il y ait qu'on légifère là-dessus, parce que je pense qu'il y a un manque de structure pour accompagner, parce que ça concerne peu de personnes, mais les personnes qui sont concernées, c'est une catastrophe, quoi. Donc je pense qu'il faudrait des structures pour aider les gens, quoi. Voilà. Jean-Frédéric Poisson. Je suis un peu ému. Je comprends, Christophe. C'est tout à fait. Attendez. Il y a de quoi être ému. Merci. Christophe, de votre témoignage. Les deux auditeurs, Françoise et Christophe, qu'on vient d'entendre, confirment bien que il y a une espèce de frayeur devant les circonstances dans lesquelles on constate parfois la manière dont nos proches s'en vont. Le premier cas, c'est un cas de maltraitance avéré avec pas de solution parce qu'elle a fait une demande en soins palliatifs, Françoise, pour sa maman, et sans doute qu'il n'y avait pas assez de place et qu'on a considéré que le dossier n'était pas assez urgent. Et puis le cas que vient de décrire Christophe, c'est pareil. On s'est retrouvé tout seul, mais comment est-ce qu'on peut imaginer de se retrouver tout seul dans un cas pareil ? Donc il y a un déficit. Une infirmière qui fait une mauvaise injection, apparemment. On ne connaît pas l'histoire. Maltraitance, solitude, souffrance. Enfin, quand vous additionnez tout ça, évidemment, on peut se dire, il faut que ça s'arrête parce que c'est pas supportable. Mais je le redis, et j'invite nos auditeurs à se renseigner. Il y en a des dizaines, des centaines. Y compris d'ailleurs, ou dans le livre que je viens de publier, il y en a quelques-uns, des patients qui sont passés par des soins palliatifs, y compris des militants d'associations pour le droit de mourir dans la dignité, qui voulaient rentrer à l'hôpital en disant je veux mourir, qu'on a accompagné en soins palliatifs et qui ont pris leur temps. Donc il y a un moment d'humanité formidable qui peut soulager de tout ça. Personne ne dit qu'on va guérir. Quand on entre en unité de soins palliatifs, on sait bien que la guérison est derrière nous ou derrière soi. Mais bon, voilà, il y a ce déficit-là qui est. Alors, pour revenir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, peut-être André Bercoff brièvement. Ce que nous propose le CESE, c'est le modèle belge. Ce qu'évoquait Laurence tout à l'heure dans son intervention en disant il y a des garde-fous, il faut des procédures, etc. C'est le modèle belge. Et en Belgique, je vous donne 2 chiffres. Il y avait 235 euthanasies pratiquées en 2003, il y en a 2530 en 2018, donc c'est multiplié par 10, premièrement. Et puis, le journal Le Soir, en mars 2019, c'est le grand quotidien francophone de Bruxelles, publie une enquête montrant que 40% des Belges songent sérieusement
à conserver l'équilibre de la Sécu en n'administrant plus de traitements coûteux qui prolongent la vie des plus de 85 ans. Oui, on sait que 90% des frais de santé, des coûts de santé sont dans cette tranche d'âge. Ce que je veux dire en disant ça, c'est que les logiciens ont l'habitude de dire qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Quand elle est entrebâillée, c'est-à-dire quand on commence à prendre des libertés avec l'interdit de tuer, on entrebâille la porte, donc on l'ouvre. Et alors tout est possible. Ou en tout cas, toutes les dérives sont possibles. Il faut en tout cas voir ça. Rémy Tell, juste un mot, parce que aussi considérer aussi une certaine liberté des gens. C'est très difficile. La ligne de crête est effectivement étroite. Juste un chiffre, un autre chiffre sur la Belgique. La Belgique a institué une commission fédérale de contrôle des demandes d'euthanasie pour vérifier l'absence de dérive et la conformité de ces demandes à la loi. 27 000 demandes ont été adressées à la Commission fédérale de contrôle depuis sa création. À votre avis, combien ont été retoquées ? Combien ? Zéro. Donc c'est devenu une véritable passoire et ce qu'on présente comme des garde-fous n'en sont pas, ce sont juste des protections en fait du politique vis-à-vis des lois. Il faut voir des deux côtés pour moi effectivement, mais attention que les soins palliatifs ne deviennent pas non plus un juteux business, si je peux me permettre. Vous savez, ça coûte tellement cher, il n'y a pas de modèle économique qui puisse le supporter. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle des activités associatives se sont mises en place pour le faire. Mais attention aussi, parce que vous savez, c'est plutôt le suicide assisté qui est en passe de devenir un jus de business, parce que là, pour le coup, il y a toutes les raisons de considérer que le modèle économique fonctionne. Merci à vous deux, on reviendra là-dessus. Merci beaucoup. Merci et rappelons le livre. Oui, les livres. C'était le face-à-face d'André Berkoff sur la fin de vie avec Jean-Frédéric Poisson pour son livre Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie. Personne ne doit mourir seul, édité chez MAM. Et Rémy Tell, essayiste chroniqueur, président du collectif Peuple Ivre et auteur du pamphlet La chute de Prométhée. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.